Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être aujourd'hui parmi vous. J'aurais bien voulu être une fois de plus au congrès de l'ANEM, mais vous savez, quand on est rapporteur général de la commission des finances, on est au banc pendant le projet de loi de finances. On n'a même pas le droit ni d'être malade, ni d'avoir mal au dos. Donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas faire le déplacement jusqu'au congrès de l'ANEM, ce que je regrette vraiment. Pour autant, j'ai tenu à m'adresser à vous parce que le Conseil national de la montagne s'est réuni le 12 octobre au Puy-de-Dôme, qui est un lieu emblématique, et il m'a fait le grand plaisir et le grand honneur de me reconduire à la présidence de la commission permanente du Conseil national de la montagne, qui dorénavant est d'ailleurs le poste de vice-président de ce Conseil national lui-même. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous m'aviez sollicité pour venir apporter, j'allais dire, quelques éléments à cette table ronde que je vous apporte par une voie un petit peu différente de l'habitude. Vous ne m'avez pas ni en format normal ni à table, ce qui est peut-être mieux pour tout le monde. Ça vous ferait quelques économies sur le repas. Alors, comme le prévoyait le décret du 3 mai 2017, mon précédent mandat en tant que président de l'ACP du CNM s'est achevé le 31 décembre 2017. Et depuis, une nouvelle gouvernance a été mise en place, orchestrée par l'acte 2 de la loi Montagne. Et ce redémarrage a souffert de quelques retards. Le CNM Nouvelle Formule, qui doit désormais se réunir une fois par an, c'est une obligation, vient tout juste de s'installer. Et il était légèrement en retard parce que tout simplement, il a fallu que tous les comités de massif se réunissent, qu'ils soient constitués, qu'ils donnent leurs délégués, je dirais, au Conseil national de la montagne. Les nouveaux critères de désignation ont été un petit peu longs à mettre en œuvre. Bon, pour autant, ce sont des rouages nouveaux que nous avons voulu mettre en place dans le cadre de cette loi. Et je tiens à saluer justement l'Association nationale des élus de la montagne et en particulier sa présidente, Marie-Noëlle Battistel, ainsi que sa future présidente, puisque j'ai compris que les élections étaient arrangées à l'avance, à savoir Annie Genevard, qui ont toutes les deux pris une part très importante dans l'élaboration de cette loi. La première, ès-qualité au titre de sa présidence de l'ANEM. La seconde, en tant que co-rapporteur du texte, et je tiens à les saluer vraiment très chaleureusement. Alors, vous le savez, c'est un exercice qui a été quand même largement un exercice de co-rédaction que celui de la loi Montagne. Nous avons même fait de la co-rédaction en montant, ce qui est assez inhabituel, voir le service de la séance, c'est-à-dire juste derrière la tribune du président de l'Assemblée nationale, avec le ministre, pour essayer de caler les derniers arbitrages. Mais je vais cantonner mon propos à ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation des apports de l'acte 2 du Conseil national de la montagne, au Conseil national de la montagne, en termes d'attribution et en termes d'organisation, avant que nous puissions dire quelques mots sur les objectifs et sur les perspectives de la nouvelle CP qui vient donc d'être mise en place récemment. Alors, l'article 10 de la loi Acte 2 a réécrit l'article 6 de la loi Montagne de 85, consacré au CNM, et lui a attribué un certain renforcement, je dirais même important renforcement au titre de cette institution qui est centrale dans la politique de la montagne. Alors, certaines s'inscrivent dans des réalités qui sont déjà existantes, comme par exemple, j'allais dire, de la commission permanente et de son président, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi des choses que nous faisions de manière coutumière, mais qui n'étaient pas inscrites dans la loi. Je crois que l'inscrire dans le marbre de la loi n'est pas inutile, parce que certaines institutions sont petit à petit vidées de leur sens, justement parce qu'elles ont une jurisprudence, entre guillemets, mais qu'il n'y a pas de texte de loi derrière leur pratique. Alors dans l'article 10, il est bien spécifié que le CNM est informé sur les conventions interrégionales de massif. Vous savez, ces conventions qui sont déjà des conventions particulières, puisque c'est le seul contrat de plan obligatoire de par la loi. Les autres contrats de plan n'ont pas d'assises juridiques. On est sûr au moins d'une chose, c'est que les conventions interrégionales survivront quoi qu'il arrive en la matière. Mais également, nous sommes informés sur les programmes européens spécifiques au massif et sur le bilan d'activité des comités de massif. Alors, on le faisait de manière informelle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans le marbre de la loi et c'est une bonne chose. Ça nous aurait été utile, vous savez, lorsque, par exemple, sur les problématiques de politique agricole, nous sommes retrouvés rapidement dans certaines conventions à court de crédit, que d'autres conventions avaient mis plus l'accent sur des problèmes agricoles particuliers et finalement où on n'avait pas une grande homogénéité de l'action publique en la matière. Je crois qu'il est important que le CNM et sa CP puissent donner un avis dans ce cadre-là.
D'autres apports de l'acte 2 correspondent à des demandes que portaient les élus de montagne depuis de très nombreuses années. La fameuse réunion annuelle à minima, pour que ce soit matériellement possible, il y avait quand même 2 difficultés récurrentes qui tenaient d'abord la disponibilité du Premier ministre qui exerce la présidence. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le ministre en charge de l'aménagement du territoire peut réunir au lieu et place sans aucun problème ce Conseil national de la montagne, et le vice-président que je représente, voire même un deuxième vice-président, même si la question ne s'est pas posée au CNM du 12 octobre, mais peut être délégué, peut être élu pour se substituer au premier vice-président s'il arrivait qu'il ait un problème. Donc on a, je dirais, maintenant plus aucune raison de ne pas réunir le CNM. Et puis, il y avait quelque chose qui était très bloquant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une nomination dans ce CNM, c'était un décret en Conseil d'État qui devait renommer la personne. Quand, par exemple, une institution, je prends par hasard Domaines Cap de France, qui vient de changer de président, eh bien, Domaines Cap de France était représenté par un président qui lui-même devait partir, c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il suffira dorénavant d'un arrêté du ministre. Donc, nous n'aurons plus ces très longs délais que nous avions avant, on pourra le réunir de manière beaucoup plus rapide. Alors, la composition du CNM, c'est aussi une composition qui a évolué de manière assez importante. D'abord, les conseils régionaux et les conseils départementaux en font déjà partie à part entière. Ce n'était pas le cas dans la précédente composition de l'ACP du CNM. C'était pour les conseils régionaux totalement atypique compte tenu des prérogatives des régions en matière d'aménagement du territoire. Mais concernant les conseils départementaux, c'était aussi un manque important car je crois toujours à la politique de proximité. Certains d'entre vous me connaissent bien et ils savent à quel point j'ai lutté, y compris dans les programmes européens, pour que la conception de l'interrégionalité n'aille pas trop loin vers les grandes métropoles, car on a souvent besoin des grandes métropoles, mais il ne faut pas que ce soit les grandes métropoles qui dictent leurs conditions à la montagne. Eh bien, cette représentation est désormais effective. Alors, le mode de désignation des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat a également été modifié. Auparavant, il y avait une désignation de 3 personnes par la commission chargée des affaires économiques. Il y en aura désormais 2. 2 autres postes ont été réservés à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ce qui rééquilibre les choses au niveau de l'Assemblée. Et la 5e personne, la 5e parlementaire, est désignée par le président de chaque assemblée. Je crois que là aussi, c'est plus équilibré au niveau de la représentation du Parlement, s'agissant des attributions des différentes commissions. Sur les attributions même du Conseil, nous avons également quelque chose qui est bien étoffé par rapport à ce qui précède. Son avis d'abord est requis pour la totalité des projets de loi et des décrets spécifiques à la montagne. Ça peut paraître l'évidence, mais l'évidence, vous savez, en droit français et surtout dans les pratiques administratives un peu parisiennes, cela étant, il arrive que depuis les féodalités des régions, on ait les mêmes comportements un petit peu atypiques, eh bien, faisait que finalement, on n'était pas obligé de s'occuper de l'avis du Conseil national de la montagne. Aujourd'hui, c'est garanti par la loi, c'est donc important pour nous. Et de même, le président de la commission permanente acquiert je l'ai dit tout à l'heure, une envergure de droit en tant que vice-président du Conseil national de la montagne, mais au-delà, il a libre cours pour organiser les travaux de la commission, éventuellement d'ailleurs en prenant l'initiative de se saisir de questions qui n'auraient pas été soulevées. Je pense en particulier à des textes qui pourraient marginalement impacter la montagne et dont ce n'était pas évident de le souligner dès le départ, dès la publication du texte. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est la saisine du Conseil national des normes. Cette saisine du Conseil national des normes, elle est importante dans la mesure où nous avons souvent des normes qui sont inapplicables en montagne. Je donne souvent cet exemple absolument caricatural qui était celui de la norme sur la façon de ramasser les fruits, donc les escabeaux de ramassage des fruits. Alors ça fait souvent sourire les gens, c'est vrai, mais vraiment, avoir édicté une norme qui ne pouvait marcher que si le terrain était plat, il fallait quand même le faire. D'autant que Bruxelles ne le demandait pas, mais Paris s'en est chargé, puisqu'il semblerait que la montagne Sainte-Geneviève ne soit pas du tout une pente, enfin du moins il n'y a pas de ramassage arboricole sur cette montagne. Je le dis en rigolant, je le dis en caricaturant, mais c'est vrai que la possibilité de saisir les normes, le Conseil national des normes, est importante parce que nous avons
un tas de normes qui sont absolument inapplicables en montagne, que l'on commence par les pentes qui sont les pentes pour le handicap, où bien évidemment il faut trouver des solutions, mais des solutions adaptées à la montagne. Quand vous avez une pente naturelle d'un terrain qui est à 28%, on n'arrive pas à raser la pente complètement, c'est absolument impossible, soit à faire une pente qui peut avoir 7 ou 8 km et faire un détour pour revenir pratiquement à 100 mètres du point de départ. Alors vous le voyez, le CNM a progressé, je dirais, d'une bonne taille. Et pour plagier Verlaine, je dirais que le président de l'ACP que je suis n'est plus tout à fait le même. Je ne suis pas tout à fait un autre que celui que j'ai été précédemment. Et j'espère que je ne serai pas atteint de schizophrénie dans ce cadre-là. Mais comptez sur moi, ça ne m'a pas encore pris. Et maintenant, je suis trop vieux pour que cela commence. En tout cas, moi, je considère que le travail collectif que nous avons fait, c'est une nouvelle donne pour nous, les montagnards. Il nous appartient de nous en saisir. Il faut faire fonctionner les institutions, que ce soit le Conseil national de la montagne, mais que ce soit également les comités de massif. J'insiste beaucoup là-dessus, car je crois que la nature, naturellement, a horreur du vide, et si des gens laissent le vide s'installer dans les institutions qu'ils président ou qu'ils coprésident, eh bien, effectivement, nous aurons fait un travail pour rien. Et je crois que c'est un enjeu qui est trop important pour que nous soyons, je dirais, en dehors de cette logique. Je citerai un seul exemple qui est national, mais avec la réduction d'un tiers du nombre de députés qui est annoncé et du nombre de sénateurs, avec l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les élections législatives et sénatoriales, vous comprenez que des territoires à enjeux spécifiques peuvent passer à la trappe. Il est donc important que nous ayons ces institutions, et notamment le CNM, en plus de l'Association nationale des élus de la montagne, qui soient tout simplement des porte-voix intelligents de la spécificité de la montagne. Je crois, j'avais en conclusion de l'acte 2 de la loi montagne loué l'esprit de cordée qui nous avait animés. Je crois qu'on est toujours sur cette logique, il faut montrer l'esprit constructif et combatif des montagnards. Le calendrier nous offre au niveau de toutes les échéances l'occasion, je dirais, de nous parler d'un tas de sujets et de nous saisir d'un tas de sujets. Regardez la transition énergétique et écologique, regardez la programmation des fonds régionaux européens, regardez la réforme de la PAC, de la politique agricole commune, et je l'ai déjà dit, mais regardez la réforme institutionnelle. Voilà quelques sujets au niveau national où la voie de la spécificité qui est reconnue non seulement au niveau national, mais également au niveau européen, par l'article 174 du traité de Lisbonne, nous permet bien tout simplement d'être en phase avec ce que nous voulons, c'est-à-dire nous saisir de nos instruments de gouvernance comme des outils que nous devons employer parce que tout simplement, la montagne est spécifique, elle ne doit pas être une montagne repliée sur son microcosme, mais elle doit simplement faire entendre sa voix pour démontrer qu'elle est différente parce que nous sommes dans un pays non décentralisé et nous n'avons pas de pouvoir législatif régional, nous n'avons pas de système de gouvernance de qualité au niveau infranational en la matière. Et il est important que l'on puisse avoir cette cohabitation entre des politiques régionales, des politiques interrégionales et une politique nationale. Le CNM en est le garant et je suis sûr que nous pourrons poursuivre cette grande œuvre ensemble. Bon congrès, profitez bien. Moi qui adore les nourritures de la région où vous êtes installés, je ne pourrai pas en bénéficier. Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, je serai en train de chercher un sandwich pour bénéficier de la pause de 45 minutes. Donc je pense bien à vous, je pense aux délicieuses charcuteries, aux délicieux fromages que vous allez déguster sans moi. J'en conçois une certaine frustration, mais bon congrès à tous.